Nouvelle leçon de terminale S, les lois de Kepler. Au niveau du programme, vous voyez que dans cette leçon, nous nous intéressons au mouvement des satellites et des planètes. Au niveau des compétences exigibles au baccalauréat, vous devrez démontrer que dans l'approximation des trajectoires circulaires, le mouvement d'un satellite ou d'une planète est uniforme. Autrement dit, vous retrouverez le mouvement circulaire uniforme que vous avez déjà rencontré. Vous devrez établir l'expression de sa vitesse et de sa période. Et vous devrez connaître les 3 lois de Kepler et surtout exploiter la 3e loi. Alors Kepler s'est intéressé à beaucoup de choses, mais surtout à l'astronomie. Un siècle après Copernic, qui avait lancé l'idée que le monde considéré comme géocentrique depuis toujours ne l'était peut-être pas, Kepler, à l'aide de tables sur les positions observées des planètes pendant les siècles précédents, étudie l'hypothèse héliocentrique. C'est un contemporain de Galilée, avec lequel d'ailleurs il communique beaucoup. Ils adhèrent tous deux aux idées de Copernic, ils se battent pour faire admettre ces idées, mais c'est un combat difficile face à une Église qui depuis 14 siècles a adopté le système de Ptolémée, c'est-à-dire un système géocentrique, comme vérité absolue. Vous voyez ici une représentation du système de Ptolémée avec au centre la Terre et les 4 éléments, terre, eau, air, feu, puis dans l'ordre les orbites de la Lune, de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter et de Saturne. Et pour finir, la sphère des étoiles fixes. Alors, question numéro 1, comment peut-on qualifier le système de Ptolémée ? Eh bien, puisque la Terre est au centre, on dit que c'est un système géocentrique. Nous allons maintenant tracer une ellipse. Nous prenons 2 petites épingles comme ceci, puis un fil qui est plus long que la distance entre les 2 petites épingles, et à l'aide d'un crayon, on va tracer l'ellipse en tirant toujours bien pour que le fil soit toujours tendu, et on va faire le tour, et on va donc obtenir cette ellipse qui a un centre C, mais qui a surtout 2 foyers que nous noterons F et F'. C est donc le milieu du segment FF'. Question numéro 2. Quel genre d'ellipse obtient-on si F et F' sont confondus ? Eh bien, si on met les 2 épingles au même endroit et qu'on fait la même chose, on va tracer un cercle. Donc, nous apprenons en même temps que le cercle est un cas particulier d'ellipse. Étudions maintenant l'excentricité d'une ellipse. Cette distance, c'est ce que nous appelons le grand axe. Et ce grand axe vaut 2 fois A. A étant le demi-grand axe. C'est A qui nous servira plus tard. Petit b, pour information, on ne s'en servira pas, c'est le demi-petit axe. Et cette distance-là, c'est-à-dire entre le foyer et le centre, c'est ce qu'on appelle la demi-distance interfocale, demi parce que c'est la moitié de la distance entre le foyer F et le foyer F'. Nous définissons l'excentricité de l'ellipse comme C sur A. Attention, on ne vous demandera pas ça au baccalauréat, c'est juste pour information. Et pour une ellipse, l'excentricité est comprise entre 0 et 1. La valeur 0 est permise, mais la valeur 1, non. Question numéro 3. À quel cas particulier d'ellipse correspond le cas où E égale 0 ? Si E vaut 0, cela signifie que C vaut 0, et donc que F est confondu avec C, et que donc nous avons un cercle. Question numéro 4. Que peut-on dire alors du demi-grand axe et du demi-petit axe ? Eh bien, si l'ellipse est un cercle, A égale B, et donc égale le rayon du cercle. Voyons l'excentricité de quelques ellipses. Nous voyons ici l'évolution de la forme de l'ellipse en fonction de l'excentricité. On observe que par exemple, lorsque l'excentricité vaut 0,1 ou 0,3, eh bien, l'ellipse ressemble vraiment à un cercle. Puis ensuite, on voit que ce n'est pas évidemment un cercle.
Ce que nous devons retenir pour la suite, c'est que lorsqu'une ellipse a une excentricité de 0,3, elle ressemble parfaitement à un cercle. Si on ne voyait pas le centre et le foyer, on aurait vraiment l'impression de voir un cercle. Question numéro 5. Comment nomme-t-on l'ellipse si E égale 0, qui n'est pas représentée? Eh bien, vous avez deviné que c'est le cercle. Quelle approximation peut-on faire si l'excentricité est comprise entre 0 et 0,3? Eh bien, nous pouvons faire l'approximation que l'ellipse, c'est pratiquement un cercle. Étudions maintenant la première loi de Kepler. Alors vous observez ici les planètes du système solaire qui tournent autour du Soleil avec une échelle temporelle. 1 seconde représente 100 jours. Question numéro 6. Comment peut-on définir les trajectoires des planètes autour du Soleil? Eh bien, les trajectoires sont des ellipses. Question numéro 7. Qu'est-ce que le petit point bleu à droite du Soleil et qu'y a-t-il en ce point? Eh bien, le petit point bleu à droite du Soleil est l'autre foyer de l'ellipse de Mercure et il n'y a rien en ce point. Question numéro 8. Les planètes ont-elles toutes la même vitesse? Apparemment non. Quelle est la planète dont la durée de révolution est la plus petite? Il semble que ce soit Mercure, qui va très vite. Et que peut-on dire de Neptune? Eh bien Neptune, qui est encore plus éloigné que Saturne qu'on voit passer ici, ira encore plus lentement. Attention, Neptune n'est pas connu au temps de Kepler. Question numéro 9. Proposez une expression simple de la première loi de Kepler. Eh bien, la première loi de Kepler, nous pouvons l'énoncer ainsi. Elle s'appelle aussi la loi des orbites. Les planètes du système solaire décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers. Étudions maintenant la deuxième loi de Kepler et répondons à la question 10. La vitesse de la planète est-elle constante? Il semble qu'au départ, la planète allait plus vite. Autrement dit, sa vitesse ne serait pas constante. La planète se dirige actuellement vers l'aphélie, qui est le point le plus éloigné du Soleil, où là, il semble qu'elle prenne une vitesse minimale. Puis, maintenant, elle se dirige vers le périhélie, et là, on peut logiquement penser que sa vitesse sera maximale. Attention, au prochain tour, nous introduisons le segment SP qui relie le Soleil à la planète. Que fait la vitesse lorsque la planète se dirige vers l'aphélie? Évidemment, la vitesse diminue en se dirigeant vers l'aphélie et on peut penser évidemment que lorsqu'elle se dirigera vers le périhélie, sa vitesse augmentera. Alors les effets ne sont pas très visibles parce que j'ai respecté les vitesses en fonction de l'excentricité de l'ellipse. Attention, au prochain tour, nous représenterons la planète seulement à certaines dates, toutes séparées de la même durée delta t. Top! 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 Vous voyez que les distances parcourues par la planète pendant la même durée ne sont pas égales, elles diminuent lorsque la planète se dirige vers l'aphélie. Donc, cette distance n'est pas constante. Et la longueur du segment SP n'est pas constante non plus. Alors, évidemment, on peut se poser la question, y a-t-il quelque chose qui reste constant pendant le mouvement? Si vous n'avez pas deviné, on va vous le suggérer. Vous voyez ces petites surfaces bleues qui sont balayées par le segment SP pendant des durées égales.
Eh bien, vous avez peut-être deviné, puisqu'on vous demande de proposer un énoncé de la deuxième loi de Kepler, que ce sont peut-être ces surfaces bleues qui sont toutes égales entre elles. Alors, attendons un peu pour avoir la réponse. Voilà, la planète accélère. Vous voyez que toutes ces surfaces sont égales et donc l'énoncé de la deuxième loi de Kepler, qu'on appelle aussi la loi des airs, la ligne qui relie la planète au Soleil balaie des aires égales pendant des durées égales. Pour étudier la troisième loi de Kepler, complétons d'abord le tableau. Nous observons dans la première colonne la liste des planètes, avec en plus Uranus et Neptune, qui n'étaient pas connus au temps de Kepler. Dans la colonne suivante, nous avons le demi-grand axe petit a en unité astronomique. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est l'unité astronomique, vous avez une petite idée en regardant la Terre, puisque pour la Terre, nous avons exactement une unité astronomique, c'est-à-dire que la Terre se situe exactement à une unité astronomique du centre de l'ellipse. Puis, colonne suivante, les périodes de révolution. Vous reconnaissez la période de révolution de la Terre, 365 jours, un quart. Donc, vous avez compris que tous les 4 ans, pour rattraper, nous avons une année bissextile. Et vous devez remplir la troisième colonne en calculant t carré sur a cube en jours carrés, unité astronomique, moins 3. Alors, pour la planète Mercure, on trouve ceci, 133 500. On fait la même chose avec la planète Vénus, on trouve 133 600. Pour la Terre, pour Mars, pour les 4 planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, on trouve ceci. Et donc, la conclusion qui s'impose, c'est que t carré sur a cube est constant. D'où la loi des périodes, troisième loi de Kepler. T carré sur a cube est une constante. Attention, nous notons cette constante K indice Soleil, parce que si à la place du Soleil, nous avons une autre étoile ou une autre planète ou même la planète Terre, ce sera une autre constante. Mais nous aurons toujours la période au carré divisée par le demi-grand axe au cube est une constante. Cette loi pourrait également être écrite sous la forme t carré proportionnel à a cube. Faisons une petite application de la troisième loi de Kepler en considérant 2 trajectoires elliptiques dans un rapport d'homothétie 2. C'est-à-dire que la petite ellipse a un grand axe égal à 2a et la grande ellipse a un grand axe égal à 4a, que je note 2a'. J'écris la troisième loi de Kepler pour la grande ellipse, t' carré proportionnel à a' cube. Je fais la même chose pour la petite ellipse, ce qui permet d'écrire maintenant le rapport t' carré sur t carré égale k a' cube sur k a cube. Je simplifie par k, je remplace a' par 2a et je trouve 8. Du fait, t' vaut racine carrée de 8 fois t, c'est-à-dire 2,83 t, et je comprends alors pourquoi la planète qui circule sur l'ellipse plus petite va plus vite. Elle met moins de temps pour faire le tour. Voilà, la leçon est terminée. Dans une prochaine leçon, nous verrons que les lois de Kepler peuvent être généralisées et qu'elles peuvent être approximées. Alors travaillez bien, faites beaucoup d'exercices. À bientôt!